Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1 pour ce premier point d'information de la journée. La Côte d'Ivoire a bien débuté sa campagne de qualification à la CAN 2021. Les éléphants ont dominé samedi le Niger sur le score d'1-0. Un pénalty du Milanais Franck Kessié a suffi au bonheur des éléphants. Le film du match avec Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Esso. Dans un stade Félix Houphouët-Boigny acquis à la cause des éléphants, les poulains d'Ibrahim Kamara entrent bien dans la partie, incarnés par la frappe de Max-Alain Gradel, mais le gardien nigérien répond présent. Dans la dynamique, Seko Fofana est tout près d'ouvrir le score, mais est mis en échec par le gardien nigérien, Daouda Kassali. Motivés par leur public, les coéquipiers de Serge Aurier ne laissent pas retomber la pression. Sur une action d'éclat de Nicolas Pépé, Hervé Liboyi concède le pénalty. Max Gradel se propose et perd son duel à nouveau face à Daouda Kassali, visiblement dans un grand jour. La pause intervient sur ce score vierge. Il faut attendre la seconde période pour voir le match se débrider. Sur un centre de Wanlo Koulibaly, Fatogoma Kourouma se rend coupable d'une main dans la surface de réparation. Vigilant, l'arbitre indique à nouveau le point de pénalty. Franck Yannick Kessié se lance et prend à contre-pied le portier nigérien. Un avantage d'un but que les éléphants de Côte d'Ivoire préservent jalousement jusqu'à la fin de la rencontre. 1-0 score final, les éléphants assurent le service minimum en attendant la prochaine sortie prévue le mardi 19 novembre face à l'Éthiopie. Et les éléphants de Côte d'Ivoire auront bientôt un nouveau stade. Le vice-président de l'Assemblée nationale de Chine a visité le stade olympique d'Ebempe dans la commune d'Anyama. Le deuxième patron de l'hémicycle chinois était accompagné d'Amadou Soumaoro, président du Parlement ivoirien. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux. Alexis Ouidraogo. Une délégation de parlementaires de l'Assemblée nationale de Chine est à Abidjan. En marge de sa visite de travail et d'amitié, elle s'est rendue au stade olympique d'Ebempe dans la commune d'Anyama. Aux côtés du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et du ministre des Sports, Paul Ndao, le vice-président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Wu, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le sport occupe une place très importante dans les échanges et la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir pour moi de venir aujourd'hui parce que je vois que c'est un stade magnifique, beaucoup plus magnifique même que beaucoup de stades en Chine. Je suis convaincu que ce projet, ensemble avec d'autres, contribueront considérablement aux échanges humains et culturels et aux relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire. En cours de finition, le stade affiche déjà fière allure. Le président de l'Assemblée nationale apprécie la qualité des infrastructures. C'est une infrastructure de dernière génération. Il y a 14 salons VIP, non compris la loge présidentielle. Mais je crois que c'est ce qu'il y a aujourd'hui de futuriste dans le domaine du sport, dans le domaine de l'athlétisme, dans le domaine du football. Construit sur une superficie de 20 hectares, le stade d'Ebempe a une capacité de 60 000 places. Il accueillera la cérémonie d'ouverture et la finale de la CAN. Ce stade est un don du gouvernement de la République populaire de Chine à la Côte d'Ivoire. Notons pour finir que les deux homologues ont procédé à un planting d'arbres pour marquer ce vendredi la journée nationale de la paix. Sport et économie durable, c'est le thème de la 8e édition du Salon international des sports et des loisirs d'Abidjan qui a ouvert ses portes au Parc des sports de Treichville. L'édition 2019 du CISLA voit la participation de plusieurs fédérations sportives de la CEDEAO et celle du Maroc. Il s'agit pour les organisateurs d'échanger et de découvrir les innovations technologiques en matière de sport et de technologie. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Démonstration d'art martial vietnamien et chorégraphie. Une ambiance pour célébrer le lancement du Salon international des sports et des loisirs d'Abidjan, CISLA 2019, au Parc des sports de Treichville. Professionnels du sport, fédérations et institutions, tous s'engagent à promouvoir les bienfaits du sport et des loisirs. J'invite toute la population, tout le monde à venir participer à ce salon. Le sport conduit à la santé parce que c'est avéré par des études scientifiques qu'une pratique du sport est bénéfique pour la santé. L'une des valeurs du sport, c'est le fair play. C'est également aussi le respect
des adversaires, c'est également aussi le respect de soi-même et le respect des règles. Et nous pensons que toutes ces valeurs-là sont les valeurs de civisme et de citoyenneté. La Fondation Valeurs Positives, initiatrice du CISLA, avec le ministère des Sports et celui du Tourisme et des Loisirs, veut faire de ce rendez-vous un lieu de découverte des innovations technologiques en matière de sport et loisirs. Le monde des sports et des loisirs est un monde uni et diversifié, à travers les acteurs à la fois économiques, culturels, sportifs, mais également à travers tout ce qu'on peut avoir comme institutionnel. Nous avons cette opportunité de montrer à tous le rôle et la place que le sport peut avoir, non seulement dans l'éducation de nos jeunes, dans une saine occupation de cette jeunesse, cette possibilité d'offrir une alternative de pratique aux jeunes. Panel, exposition, distinction au menu de ce salon. Innovation majeure, la participation des pays de la CEDEAO et du Maroc. Le Salon international des sports et des loisirs d'Abidjan est à sa 8e édition. Après le sport, nous parlons à présent d'économie. La 2e édition de la semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA va se tenir du 18 au 23 novembre prochain. Organisée par la BCAO, elle va pendant une semaine se pencher sur les importantes questions relatives à l'inclusion financière. L'objectif principal de cette 2e édition est d'échanger avec les parties prenantes sur les enjeux de la digitalisation des paiements pour le secteur financier et des États membres de l'UEMOA. Le reportage de Nadia Edia est commenté par Cheikh Aboubakar Koné. Comment allier digitalisation de la monnaie, qualité de service et sécurité dans les transactions? Voici ce qui réunit à Abidjan les dirigeants des institutions membres du groupement interbancaire monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, JMIMOA. La question est préoccupante face aux nombreuses attaques cybercriminelles que connaissent les établissements financiers. Les attaques font légion aujourd'hui, aussi bien dans la zone CEDEAO que dans la zone UEMOA, où il y a eu des conséquences en termes pécuniaires, mais également en termes d'image de marque. Parce que lorsqu'une banque se fait attaquer, évidemment, les clients ils se posent des questions. Il va falloir que nous nous engagions davantage pour le développement de nos établissements, de nos économies également. Lors de cette séance, le directeur général du JMIMOA a émis le souhait d'une monnaie électronique commune à l'Afrique pour la modernisation des économies. Je souhaite vraiment que demain on ait un JMUA parce que c'est une œuvre d'intégration. Nous sommes aujourd'hui au cœur de la transformation de nos économies. Et on ne peut pas transformer nos économies si on ne les modernise pas. Et le JIM est au cœur de la modernisation pour les questions du paiement électronique, du paiement des taxes, des douanes, de la collecte des ressources de l'État. Donc je voudrais vraiment que les autorités au plus haut niveau puissent se saisir vraiment de ce chantier JMIOMOA pour faire en sorte que ça puisse être un instrument, si vous voulez, de gestion efficace et efficiente des ressources publiques de l'État. Après 16 ans d'exercice, Blaise Aouanchede quitte la tête de la plateforme en novembre prochain. Un sentiment de devoir accompli et un bilan satisfaisant. Le JMIMOA aujourd'hui, c'est 135 institutions financières, plus de 4 millions de cartes pour 10 000 points de service et 1000 milliards de flux traités, contre 10 millions à la création. En marge de ce séminaire, le directeur général a été distingué officier de l'ordre national par le ministre de l'économie et des finances. Le ministère de la fonction publique veut assainir le secteur du service public. Il va instaurer un code de déontologie et une charte d'éthique de l'ensemble des agents. Le projet conçu depuis 2011 a fait l'objet d'un atelier à Dabou, un atelier suivi pour la RTI par Grace Kando. Absentéisme, tracasserie administrative, manque de courtoisie, corruption et non-respect du devoir sont quelques mots qui minent le secteur du service public. Pour changer la donne, un code de déontologie et une charte d'éthique seront élaborés par le ministère de la fonction publique. D'abord, il y a eu un premier séminaire qui a proposé une série de textes portant éthique du fonctionnaire ivoirien. Voilà. Et cet atelier vise à valider ces textes-là et donner à la Côte d'Ivoire une administration moderne et modèle. Que l'action publique soit adossée à des valeurs. Et les valeurs d'éthique humanisent un peu les procédures.
les valeurs d'équité, les valeurs d'égalité de tous les citoyens devant l'administration, les valeurs de service public gratuit, efficace et surtout la satisfaction de l'usager devenu citoyen exigeant. Le code de déontologie et la charte d'éthique en projet s'inscrivent dans le cadre de la politique de modernisation de l'administration publique. L'administration publique joue un rôle prépondérant dans le développement d'un pays. Elle est le pilier de tout État moderne car c'est elle qui traduit en actes la vision et les orientations du gouvernement. C'est pourquoi il incombe à l'État de prendre la pleine mesure des nouveaux défis imposés par la construction d'une administration performante et compétitive. Après validation, ce code de déontologie du service public sera soumis au président de la République pour signature. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a déclaré la fin des épidémies conjointes de dengue et de fièvre jaune dans le district d'Abidjan. Il y a quelques mois, une grande campagne de démoustication et de sensibilisation avait été lancée. 289 cas et 2 décès dus à la dengue avaient été recensés. Les explications de Patricia Oumou-Etia. Le 5 mars 2019, le Comité national de lutte contre les épidémies s'est réuni pour constater et faire des recommandations qui ont conduit à la déclaration de l'épidémie de dengue dans le district autonome d'Abidjan. La gestion de cet épisode épidémique, caractérisé par la mise en place d'une surveillance renforcée au plan épidémiologique et microbiologique, a permis la détection secondaire d'une épidémie de fièvre jaune dont la déclaration a été faite le 5 juillet 2013. Dès lors, devant cette double épidémie, les efforts engagés depuis mars ont été renforcés. Au 15 septembre 2019, nous avons dénombré, au terme de 6 mois de mise en œuvre des mesures de lutte, 210 cas de fièvre jaune et 289 cas de dengue, avec malheureusement 2 décès. Fort de ce constat, et au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nous déclarons ce jour la fin des épisodes épidémiques conjoints de dengue et de fièvre jaune dans le district autonome d'Abidjan. Toujours selon le professeur Beignet, la déclaration de la fin de ces épisodes épidémiques ne doit en aucun cas être perçue comme l'absence de risque qui conduirait à l'abandon des bonnes pratiques. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande aux populations la poursuite des mesures déjà initiées, notamment se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la reproduction des moustiques. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique compte sur les populations pour le respect et la mise en œuvre de ces mesures qui devraient permettre d'éviter ou de limiter l'éclosion de nouvelles épidémies dues aux moustiques du genre Aedes. Dans l'actualité internationale en Angola, l'UNITA, principal parti d'opposition, a désormais un nouveau dirigeant. Alberto Costa Junior, ex-chef du gouvernement, a remplacé Isaías Samakuva, qui a démissionné après 16 ans à la tête de ce mouvement, ancien groupe rebelle fondé par Jonas Savimbi. Alberto Costa Junior, 57 ans, a la lourde tâche de redresser le parti en vue de prochaines élections générales de 2022. Et puis en Gambie, les autorités ont publié vendredi un projet de nouvelle constitution. S'il était adopté, il mettrait fin à la présidence à vie en limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels de 5 ans chacun. La précédente constitution avait été écrite en 1997 sous le régime de Yahya Jammeh qui a régné pendant 22 ans. Merci d'avoir suivi ce point d'information sur RTI 1. Je vous retrouve la semaine prochaine dans Matin Bonheur, vendredi plus précisément. À bientôt.